Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Helium, Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTech News, Redcard et Data Festival. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Industrie publicitaire digitale, où sont les femmes? L'industrie publicitaire a été pendant longtemps un des secteurs économiques où la parité entre hommes et femmes était la mieux répartie. Seulement voilà, depuis quelques années, avec la place centrale qu'a pris la technologie dans l'activité publicitaire, l'équilibre des genres semble s'être défavorablement inversé pour les femmes. D'ailleurs, cette émission elle-même semble refléter malheureusement cette nouvelle réalité, notamment au regard de la forte présence masculine chaque semaine autour de cette table. Aujourd'hui, pour échanger sur la place des femmes dans l'industrie publicitaire digitale, je vous propose un panel 100% féminin avec Deepti Chander de l'association Emma, Nathalie Leborgne d'Adledge, Estelle Landry d'Helium, Nassima Yousfi de Gamned. Bienvenue mesdames sur The Programmatic Society. Je suis particulièrement honoré de vous avoir aujourd'hui car pour la première fois et pour ce 13e épisode, nous avons une table ronde 100% féminine. Et j'espère que ce chiffre 13 nous portera bonheur pour qu'il y ait de plus en plus de femmes justement sur ce programme qui parle de programmatique, mais qui parle aussi de la réalité du marché. Et cette réalité du marché veut que l'équilibre entre hommes-femmes semble menacé dans l'univers, on va dire, du business programmatique, l'univers business, mais également l'univers opérationnel et technologique. Et donc, ma première question, c'est, en tant que femme, est-ce que ça a été difficile pour vous de faire votre place dans l'univers du digital? Nassima. Bonjour à toutes. Et bonjour Michel. Bonjour. Pour moi, de par mon expérience, moi j'ai été beaucoup en agence média et j'ai été focus sur le digital depuis toujours, enfin depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 11 ans en arrière. Moi, je n'ai pas eu personnellement de problème à proprement dit pour faire ma place dans le digital, puisqu'en agence média, justement, et sur du conseil principalement, c'est au contraire beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont présents. C'est 2/3 en fait, des recrutements. Après, sur des profils un peu plus techniques, sur du search notamment, là où j'ai commencé, c'était un peu plus difficile, il y avait beaucoup moins de femmes, mais en tout cas, j'ai réussi à faire ma place de manière assez facile là-dessus. Alors Estelle, toi, tu es moins orientée business, tu es plus orientée produit. Donc justement, on est dans le fameux univers technique dont tu parlais à l'instant, Nassima. Comment toi, tu as pu en fait faire ta place? Alors moi, depuis l'âge de 6 ans, je lançais mes jeux en ligne de commande sur le premier ordinateur qu'avaient mes parents. Donc j'ai toujours aimé ce côté-là un peu informatique. Je me suis dirigée sur des études vraiment 100% tech, ingénieure en développement. Et c'est vrai que j'adorais revenir à ce que j'avais vécu quand j'avais 6 ans, ce côté-là où je pouvais créer ce que je voulais. Donc en effet, moi, je suis un profil 100% développeuse. En effet, il y a beaucoup moins de femmes dans ce type de profil, mais j'ai jamais eu d'obstacle en fait. Au contraire, il y avait une certaine bienveillance dans mes études et même après, c'est quelque chose dans lequel je me suis complètement épanouie assez rapidement. Très bien. Deepti, justement, toi aussi, tu es dans le domaine du développement. Comment ça s'est passé, ton intégration dans ce monde masculin, mais en tout cas, ce monde du développement très masculin a priori? Oui, alors moi, du coup, j'ai fait Epitech. Donc, c'est une école qui est très technique, une des écoles les plus techniques de France. Et on est, du coup, aujourd'hui 4% de femmes. Donc, sur des promotions de 500, il y a environ une dizaine de filles. C'est la réalité aujourd'hui. Et malheureusement, ça n'a pas été facile parce que du coup, moi, je ne suis pas très âgée, je suis assez jeune. Et aujourd'hui, les femmes, elles n'ont pas tout à fait leur place dans les métiers du numérique, tout simplement parce qu'elles sont discriminées par les hommes, mais aussi parce qu'elles s'autocensurent elles-mêmes. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai dû faire mes preuves, voire même travailler 2 fois plus qu'un homme pour montrer que j'avais ma place dans la tech. Merci Deepti. Nathalie, alors justement, je te laisse la parole en dernier sur cette première question, puisque tu es chef d'entreprise. Il faut dire également que le nombre de chefs d'entreprise dans le monde de la tech et femmes, il n'y en a pas énormément. Comment justement, en tant que, j'allais dire, entrepreneur,
je n'ose même pas dire entrepreneuse, donc c'est dire que culturellement il y a un problème. Et également en tant que recruteuse, oui. Comment tu gères ce type de problème que peuvent, tu parlais d'autocensure, Dipti, mais qui peut exister chez les femmes pour des profils de développeurs, mais également parfois pour des profils business orientés techno. Comment tu gères? Alors, déjà, moi, j'ai créé plusieurs sociétés, donc je me suis fait ma place moi-même. C'était peut-être plus facile, du coup. J'ai aussi levé des fonds avec mes différentes sociétés, avec un accueil plutôt favorable du fait d'être une femme. Donc, ça peut être aussi un point positif, puisque la rareté crée aussi plus de demandes. Par contre, effectivement, sur le côté recrutement, c'est plus compliqué. Et je vois qu'il y a des associations qui se créent pour favoriser la place des femmes dans la tech. Même quand on s'adresse à ces associations, ce n'est pas toujours facile de trouver des CV pour étoffer l'équipe technique en profil féminin. Ce que j'aimerais bien faire. Alors justement, quelles seraient pour vous les mesures d'urgence? Je parle d'urgence, mais c'est moi qui ai pris le parti d'utiliser ce mot-là, mais les mesures à mettre en place pour faciliter l'intégration des femmes dans l'univers du digital et des technologies en général. D'après vous, quelles seraient les bonnes pratiques et les bonnes mesures à prendre? Moi, je pense qu'il faudrait une meilleure culture du networking chez les femmes. D'accord. Ça les rendrait certainement plus visibles auprès des recruteurs aussi. Et que ça, ce serait une mesure d'urgence. Mais pour moi, les mesures à prendre sont plutôt dans un temps long. Ouais. Déjà au niveau de l'éducation et du fait d'attirer les femmes vers les filières scientifiques et technologiques, parce que si elles ne sont pas présentes dans les études, c'est encore plus difficile après, dans les sociétés, de pouvoir les repérer et de les recruter. Alors Dipti, justement, on touche du doigt, j'allais dire, à travers ce que vient d'évoquer Nathalie, ce pourquoi ton association travaille, c'est-à-dire la promotion des jeunes filles, j'allais dire, ou des jeunes femmes dans le monde des technologies. Et d'après toi, quelles seraient les mesures justement à prendre pour faciliter cette entrée? Alors déjà, il y a intervenir dès le très jeune âge. C'est très important du coup de sensibiliser les jeunes filles au métier du numérique, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est vaste. Pour moi, je différencie le numérique et les nouvelles technologies, parce que pour moi, numérique, c'est les outils qui existent déjà, qu'on va utiliser à des fins, un projet ou autre. Par contre, lorsqu'il faut créer ces outils-là, c'est ça que j'appelle les nouvelles technologies, c'est ça que j'appelle la tech. Et aujourd'hui, le numérique, on voit les femmes, elles sont là. Peut-être pas 50%, mais elles sont là. Par contre, la tech, elles ne sont pas du tout là. Donc, notre objectif à travers l'association Emma, c'est d'intervenir dès le très jeune âge à travers des ateliers de code, parce que c'est très important qu'elles comprennent cette notion de programmation. C'est ça qui fera qu'elles vont développer une logique. Et ça va passer par la formation. Aujourd'hui, pour donner confiance aux femmes, il faut de plus en plus de formations adaptées pour les femmes et surtout inclusives. Pour moi, on ne peut pas tout simplement faire des formations où il n'y a que des femmes. Ce n'est pas possible. Quand on va en entreprise, il y a des femmes et des hommes. Et surtout, pour Emma, c'est très important de collaborer avec ces hommes. Les hommes ont un impact très important dans ces enjeux de mixité. Ils sont majoritairement à des postes de direction, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est aussi à eux de faire changer les choses. Donc il y a toute cette partie éducation à travers la sensibilisation en donnant des rôles modèles à ces jeunes filles. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a l'éducation au niveau des parents. Les parents ont un rôle majeur à jouer dans ces choix que les enfants vont faire. C'est-à-dire, si les parents ne connaissent pas ces métiers-là, s'ils ne sont pas sensibilisés, eh ben, ils ne vont pas envoyer ces filles vers ces métiers. Et l'enjeu avec Emma aussi, c'est quoi? C'est tout simplement faire des ateliers ciblés pour ces parents, leur faire découvrir ces métiers et leur expliquer, en fait, vous voyez, vous arrivez à le faire et votre fille ou votre petit garçon peut très bien réussir à le faire. Donc, il y a ce côté parent. Ensuite, il y a bien entendu l'entreprise. L'entreprise, c'est hyper important pour l'entreprise de créer un écosystème, un environnement inclusif. C'est-à-dire la culture de l'entreprise fera que les femmes iront vers la boîte en question. C'est-à-dire une entreprise qui ne va pas dans ses job desks accepter des femmes qui ont des compétences qui vont matcher, on va dire 50% du poste et leur laisser 6 mois de période de ramp-up, ça ne marchera pas. Donc c'est aussi la culture que va inclure l'entreprise et que va éduquer auprès des managers aujourd'hui. Alors justement Estelle, tu es très opérationnelle, tu as vécu justement cette notion d'inclusion dans un monde très très masculin. Quelles seraient d'après toi, par ton observation, les mesures qui seraient bon à prendre pour faciliter les femmes en tant que développeuses par exemple?
Je pense que mes collègues ont bien fait le tour du sujet, mais par contre, le point, moi, qui est fort, c'est que oui, il faut sensibiliser depuis le très jeune âge sur les métiers de la tech, mais surtout sur la diversité des métiers. Parce qu'on a tendance à ne voir que dans la tech, ce stéréotype du développeur barbu, seul, à entre guillemets pisser du code, comme on dit chez nous, et de geek exactement. Et dans la tech, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des métiers de développement pur. Il y a du front, du back, de la data science maintenant qui arrive beaucoup. Il y a des métiers comme le mien, product owner, qui est entre la technique et le métier. Il y a aussi de l'UX design qui se lance beaucoup. Donc pour moi, il y a ce côté-là aussi de montrer toutes les typologies de ce métier. Et je pense clairement qu'une mesure qu'on devrait toutes faire, c'est essayer de casser ce stéréotype de geek devant son ordinateur en essayant d'être un peu plus ouverte, en essayant que les femmes soient plus curieuses, même depuis le plus jeune âge en fait. Essayer de... Oui. Exactement, moi je rejoins complètement ce point. Il faut qu'on arrive à être ouverte, à avoir un esprit critique et à essayer de trouver des rôles modèles qu'on a dans la tech. On en avait auparavant comme Ada Lovelace qui a inventé le langage Ada. Moi c'est vrai que c'est des femmes comme Grace Cooper aussi qui a inventé le langage COBOL. C'est des personnes qui étaient là malheureusement et qui sont très âgées, mais c'est des personnes qui sont fortes et qui nous ont montré qu'elles pouvaient être dans la tech. Et je pense que ça, il faut qu'on en ait plus, il faut que les femmes osent parler et il faut qu'elles puissent aussi casser ce mythe-là de stéréotypes que l'on a de l'informaticien classique. Alors justement, Nassima, on parlait de diversité de métiers. Dipti et Estelle sont très orientées dans le développement. Nathalie est une chef d'entreprise. Pour ce qui est des profils un peu business, d'après toi, sur ce pan de l'activité, quelles seraient les mesures à prendre pour faciliter l'inclusion des femmes? Alors moi, de par mon expérience, j'ai été beaucoup côté agence et conseil, donc j'ai eu la chance d'avoir des organisations du type Viva Women chez Publicis, Omni Women chez OMD, où on avait la possibilité d'avoir des mentors qui nous aidaient, et des mentors femmes, qui nous donnaient des conseils, qui nous aidaient dans le networking, etc. Et qui donnaient des conseils de vie aussi. D'accord. La vie personnelle, la vie professionnelle, c'est quand même assez particulier. C'est très bizarre de se dire ça aujourd'hui. On a besoin de conseils pour gérer notre vie perso et notre vie professionnelle en tant que femme. Ouais. C'est vrai, la journée du matin. On parle aussi, par exemple, de notions de charge mentale qui seraient peut-être plus importantes chez vous. Ça, j'aime pas ce mot. Moi, encore une fois, je suis un homme, donc j'ai le droit de faire des erreurs. Accordez-le-moi. Mais on évoque, pour reprendre le point que tu évoquais sur le fait qu'on donnait des conseils même dans la vie personnelle des collaboratrices, c'est un point qui est en tout cas très, très utilisé, dont on entend parler de plus en plus. Mais je te laisse terminer. C'est nécessaire dans tous les cas, puisque si jamais il y a ce genre de conseil, c'est qu'il y a une demande, et que cette demande-là, elle est un peu particulière. Donc moi, pour tout ce qui est conseil pour les femmes, justement, de s'intéresser à ces métiers-là, potentiellement dans les écoles, dans les collèges, les lycées, etc., leur montrer que le monde des technologies, c'est pas un monde barbare, et même côté business. Je soulignais tout à l'heure que justement, il y avait potentiellement moins de sales. En tout cas, moi, je suis sales chez Gamed, donc c'est un peu de la techno, du programmatique. Moi, je me sens tout à fait en phase avec ce monde-là. J'ai pas de soucis. Et de notre côté, il y a eu pas mal de femmes. Après, c'est des roulements, c'est la vie qui fait que ça évolue et qu'il y a pas mal de mecs aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est aller chercher des nanas, les sensibiliser même en école, faire en sorte de leur donner envie et aussi qu'elles s'intéressent à ces métiers-là. D'accord. Parce que d'elles-mêmes, elles s'auto-censurent, comme tu le disais tout à l'heure, et elles se brident, elles ne vont pas aller vers ces métiers-là, elles vont aller plus vers du conseil, dans une stabilité, pas forcément se mettre trop en danger aussi. D'accord. Parce que, justement, l'avenir est de se dire, la vie de famille, concilier la vie de famille, la vie professionnelle, ça peut être difficile. Alors justement, ça me permet de faire la transition avec la prochaine question. Et j'aimerais, Nathalie, que tu sois la première à y répondre, puisque selon une étude CSA, 52% des femmes entre 31 et 40 ans ne se sentent pas à l'aise pour postuler à un poste de direction. Selon vous, pourquoi? Nathalie, selon toi, pourquoi? Alors, on va revenir encore à l'éducation. Je pense que ça vient de très tôt. Moi, j'ai une famille où les femmes sont toutes très fortes et j'ai
ancêtres entrepreneuses. D'accord. Donc finalement, c'est une culture familiale. Et ce que je pense, c'est que les femmes se brident elles-mêmes, finalement. Il y a aussi une culture, bien sûr, de la part des hommes qui peut-être sont heureux de maintenir un certain statu quo. Mais les femmes elles-mêmes se brident toutes seules. Et justement, c'est vers la confiance à donner aux filles, plus que leur développer un esprit scientifique qu'elles ont déjà, pour moi. Puisque voilà. je te rappelle qu'au lycée, on dit que les filles réussissent mieux en maths que les garçons. Hein. C'est ce qui se dit. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Mais encore une fois, j'ai le droit de faire des erreurs, mais c'est ce que j'ai déjà entendu. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est donc plus une question de confiance. Et on en discutait d'ailleurs tout à l'heure, que les femmes, quand elles ont seulement 30% des compétences attendues, elles se disent qu'elles ne sont pas capables, alors que les hommes, même avec 30% des capacités, se disent qu'ils vont pouvoir prendre le poste. Donc c'est sur ce volet-là qu'il faut travailler, à mon avis. Dipti, sur justement cette autocensure pour prendre des postes de direction pour les femmes entre 31 et 40 ans, on va dire que c'est quand même un âge assez important où justement on commence à prendre des postes de management. C'est quoi ton observation? Même si, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu es très jeune, mais je pense que au sein de ton association, tu as des adhérents de tout âge. Et quand tu discutes, quelles sont les informations que tu peux remonter par rapport à ça? Alors, il y a différentes choses. Donc déjà, il y a le manque de rôle modèle, c'est-à-dire on n'a pas assez de femmes sur des postes de direction. Donc forcément, les femmes ne vont pas aller postuler à des postes de direction parce qu'elles n'en ont pas vu. Donc elles vont se dire, bah, en fait, c'est un homme qui est là. De toute manière, si je vais postuler, je ne vais pas être pris, je n'ai pas les mêmes compétences que l'homme. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, vous l'avez dit tout à l'heure, l'autocensure. Les femmes ont tendance à matcher 100% des cases du job desk avant de postuler au job de direction, ce qui est... La culture du bluff, quoi. Il faudrait un petit peu l'instituer chez vous, mesdames. Voilà, je trouve ça un peu ridicule parce que moi j'ai arrêté de m'auto-censurer. Je postule même à un job où je match 5%. C'est fini. À partir du moment où on a la confiance en soi, on sait que cette confiance en soi permettra de faire les efforts pour pouvoir répondre aux missions qu'on nous assigne, en fait, alors, si je comprends. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mécanisme. Alors, je pense que voilà, il faut qu'on ose, bien entendu, et qu'on se laisse le temps de se former. Ça, on a vraiment peur de ça. On se dit, on va arriver sur le poste, ça y est, tout de suite, il faudra sortir, atteindre les quotas, etc. Non, je pense qu'il y a quand même un minimum de temps de ramp-up, et c'est vrai que ça, on ne le rappelle pas assez. Donc, il y a ce gros problème d'autocensure, mais pas que. Ensuite, l'entreprise a aussi sa part de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'entreprise essaye de mettre, je ne sais pas, il y a 6 postes de direction, essayons de faire 3-3, quoi, ou au moins 2-4, quoi. Voilà. Une sorte de parité comme les ministres en France, par exemple. C'est ça. Estelle? Je ne suis pas trop d'accord sur la parité parce que je pense que ce n'est pas nous donner un cadeau en tant que femme de dire il faut qu'il y ait tant de femmes directeurs sur... imaginons, il faut avoir 30% de femmes en direction sur une centaine de pourcents. Je pense que ça nous desservirait plus justement d'avoir des quotas sur le nombre de femmes parce que certaines femmes ne veulent peut-être pas du tout avoir ce rôle-là. Moi, je rejoins ce côté-là de dire il n'y a pas assez de rôle modèle. Donc peut-être une femme dans une société va voir que dans la direction, il n'y a que des hommes. Alors pourquoi elle? Est-ce qu'elle a peut-être envie d'avoir ce modèle-là qui lui dit « Ah, mais peut-être finalement que j'ai envie d'y aller parce que cette personne-là réussit bien ». Mais aussi, je pense clairement que les femmes, de base, ne sont pas jugées pour leur qualité de managériale et de compétiteur. Donc du coup, nous, les femmes, on est plus jugées sur des choses que de l'empathie, de l'écoute. On est souvent plus liées à ce genre de traits de caractère, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui n'est pas vrai. Et donc j'aimerais bien aussi casser ce mythe-là, de dire qu'une femme ne peut pas être aussi compétiteur qu'un homme et du coup ne peut pas répondre à ce genre de poste de directeur. Nassima? Là-dessus, c'est assez marrant puisqu'en fait, je lisais un article parce qu'en arrivant, quand même, faut s'informer. Je te remercie pour ta préparation. Non, mais en fait, je lisais un article où c'est assez marrant de voir qu'en réalité, en fait, les femmes, elles se disent bon, mais voilà, je dois être charismatique, je dois... Enfin, quand on arrive à des postes de direction, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à ce genre de poste relativement jeune, d'ailleurs. Parce que c'est mon caractère, c'est ma manière d'être. Je suis volontaire, je suis déterminée et je lâcherai jamais le morceau, pour la faire très courte. Et en réalité, quand on arrive dans des postes de direction avec ce type de profil, un homme est directement charismatique. Il est vu comme quelqu'un
qui assoit justement son caractère et par définition, il est respecté. Une femme qui fait ça, elle est vue comme étant froide, méchante et les choses qu'elle pourrait arrogante, les choses qu'elle pourrait dire exactement de la même manière qu'un homme, et d'autant plus si elle le dit à un homme, ça peut être mal interprété et c'est mal assimilé. Et c'est aussi ça, je pense, qui bloque les femmes à ce type de poste de direction, puisque bien évidemment, on est des êtres humains, hein, on a un cœur, on a envie d'être, de partager des bons moments avec les gens. Et quand il y a ce moment un peu tranchant, je pense que la manière dont la société nous le remet en pleine figure, ça bloque un peu aussi les femmes à vouloir aller vers ce type de poste. Et l'âge des 31 ans, enfin la trentaine en tout cas. Ouais, 31-40 ans. Mais en tout cas, aux alentours de la trentaine, c'est aussi un moment charnière pour pas mal aujourd'hui, puisque à 30 ans, c'est là où on commence à avoir des enfants, et potentiellement un peu avant, mais en tout cas, dans ces eaux-là. Et ça, c'est problématique, puisque combien d'entre nous a pu avoir la question lors d'entretien t'as 30 ans, t'as des enfants, tu penses en avoir bientôt, oui, and so what? Ouais. Est-ce que c'est aussi ce genre de questions qui peuvent desservir à la cause des femmes dans des postes de direction, quoi? Cela me permet une nouvelle transition et je vous remercie pour me les donner, ces transitions, puisque toujours selon cette même étude, 52% des femmes ont été confrontées à des remarques sexistes répétées ou à un manque de respect dû à leur genre. Ouais. Vous pouvez nous raconter ? Oui, moi je trouve que ça s'améliore avec les nouvelles générations. D'accord. Mais c'est vrai que c'est la société patriarcale avec un côté paternaliste qui se révèle souvent plus envers les femmes. Mais j'ai une anecdote qui vient même des femmes. Puisque moi, quand je suis reçue avec mon directeur technique dans les sociétés, il m'est arrivé qu'à l'accueil, on me dise « Vous êtes l'assistante de monsieur Untel ?» Voilà. Et bon, alors elles sont très gênées quand elles apprennent que finalement, c'est moi la présidente de la société. Mais voilà, donc ça ne vient pas seulement des hommes. Donc une question, encore une fois, d'éducation. Dipti ? Au niveau du sexisme, moi, c'est plutôt la programmation, donc oui, ça arrive souvent, tu es une femme, tu ne sais pas coder, donc c'est réglé de base. Tu es une femme, tu ne sais pas coder. Voilà. Donc ça veut dire que même dans les jeunes générations, il y a encore du boulot. C'est clair. D'accord. Si je peux résumer j'ai pas dit qu'il y ça. avait plus de boulot, hein. Je suis non, mais ça s'améliore. Voilà, ça s'améliore un peu quand même. Mais a priori, il y a encore du boulot. Ou alors ils osent moins devant moi, je ne sais pas. Je te rappelle que tu es la chef. Voilà. Non, mais voilà, oui. Encore, c'est le cas. Après, il y a eu des délations, MeToo, etc. Ça a pas mal aidé à savoir ce qui se passait réellement. En fait. D'accord. Et à calmer leurs ardeurs. Alors, je ne dirais pas calmer, mais au moins à savoir ce que pouvaient subir les femmes en termes de remarques sexistes. Après, c'est vrai que c'est un gros sujet, quoi. Il y a encore beaucoup à faire. Estelle. Moi aussi, j'ai une petite anecdote. Dans l'une de mes premières sociétés en tant que développeuse, une semaine après mon arrivée, j'ai eu droit à un petit mail d'un des collaborateurs de la société en disant « Écoute, ce matin, tes chaussures étaient extraordinaires, tes talons t'allaient très très bien. » Et je me suis dit « Mince, pourquoi c'est un mail qui n'aurait pas dû atterrir et qui n'aurait pas dû atterrir des hommes. Hein. » Et quelques jours après, dans cette même société, avec un management un peu distant, ce que tu parlais, j'ai eu droit à des « Oh, ça te va bien cette tenue aujourd'hui dans l'open space des développeurs. » Alors, vu que j'étais la seule, forcément, personne pensait que c'était un peu délicat. Mais moi, je me suis dit, mais mince, quoi, qu'ils me voient vraiment comme une vitrine. Et c'est à partir de petits éléments comme ça que j'essayais de découvrir les associations qui existaient aussi dans la tech. Et je fais partie des Duchesses, qui est une association justement qui aide les femmes. Alors, c'est une association d'hommes et de femmes. On n'est pas exclusif aux femmes. Comme Emma. Exactement. Et cette association permet, grâce à un Slack communautaire, de poser plein de questions, de débattre de ce type de sujet et au moins de se délester de ce poids que l'on vit des fois et d'avoir des conseils. Et j'avoue que moi, depuis que je suis passée un peu dans les entreprises IT 2.0, comme là, la start-up où je suis à Helium, j'ai plus du tout ce sentiment-là, quoi. Au contraire, je trouve qu'il y a une bienveillance par rapport aux femmes qui s'installent et qui fait que du coup, la moindre petite blague, on se dit de suite « Ah Estelle, j'espère que tu l'as pas pris, c'était pas dirigé. » Et certaines personnes
conçoivent qu'il y a des paroles qui peuvent être blessantes. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais même nos parents, quand ils disaient aux garçons « mais pleure pas, t'es pas une fille », ce genre de phrase-là, des fois, ça peut blesser. Et en entreprise tech, c'est pareil, il y a toujours des blagues qui sont un peu de ce style. Et c'est vrai que moi, j'apprécie les gens avec qui je travaille parce qu'ils ont toujours cette conscience en disant « mais c'est ce que j'ai pas peut-être… heurter les filles avec qui je travaille ». Et en fait, non, au contraire, c'est très bienveillant, je trouve, en ce moment. Enfin, pour ma part. Nassima? Alors moi, en tout cas, chez Gained, il y a de la bienveillance, ça c'est sûr. C'est extraordinaire d'être dans un environnement comme ça où en réalité, il n'y a vraiment pas de différence. Là, moi, de par mon expérience, j'ai vécu des choses pas très cool par rapport justement au fait d'être une femme. Après, c'est en lien, je pense, beaucoup avec des secteurs, notamment côté client, tout ce qui peut être automobile, c'est assez particulier. Ouais. C'est un environnement très masculin, même quand on regarde à la tête de ces boîtes-là, en fait, c'est que des hommes qui prennent les décisions, les femmes n'y sont pas, dans les différents postes. Donc là-dessus, assez particulier, un moment très difficile qui peut amener justement à prendre des décisions, à vouloir pushback et dire bon, stop, quoi. C'est plus possible. Alors, il faut qu'on avance, mais on arrive à notre dernière question. Ma dernière question, c'est une observation que j'ai faite qui est la suivante, c'est de me dire, tiens, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes, c'est pas de plus en plus, il n'y a essentiellement que des hommes qui codent, et qui codent notamment sur des nouveaux concepts très importants pour l'avenir, comme l'intelligence artificielle. D'où ma question. Est-ce qu'à terme, vu que ces codes et ces innovations sont pensés par des hommes, est-ce qu'à terme, l'innovation ne risque-t-elle pas de devenir discriminante pour les femmes? Dipti, je voudrais avoir ton avis sur cette question. Alors, mon avis, c'est oui, tout simplement. À terme, si on reste majoritairement sur ces postes-là avec des hommes, l'intelligence artificielle ou le cloud ou les technologies de demain, l'ordinateur quantique ou autres, tous les technos qui vont arriver qu'on ne connaisse pas forcément aujourd'hui seront biaisés. Ça, on commence à le voir à travers les IA. Les IA qui sont créées aujourd'hui majoritairement utilisent des bases de données qui sont eux-mêmes sexistes et du coup l'intelligence artificielle apprend de ces bases de données et cela crée des IA qui sont très très sexistes et qui prennent en compte que le besoin de la moitié de la population, sachant qu'on représente quand même 50% de femmes. Voire un peu plus. Alors, au niveau mondial, alors, au niveau mondial, je ne veux pas faire peur, mais en fait, on représentait 52% il y a quelques années. Là, on est 48%. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ça commence à diminuer, okay. Ça fait peur, parce qu'on était 50, on passe à 48. En fait, il y a des femmes, ça diminue de partout, j'ai l'impression. Tout ça pour dire que oui, on a besoin du coup d'avoir des profils divers et variés pour la création des CESIA. Je ne parle pas qu'en termes de femmes, mais aussi des profils avec des backgrounds différents et venus de milieux différents, c'est-à-dire des personnes de cultures différentes. La diversité. Exactement, c'est hyper important. Qui va être d'ailleurs, je l'annonce, un sujet le mois prochain, donc on aura effectivement loisir à parler de cette problématique-là d'un point de vue technologique pour, entre guillemets, voir si les technologies prennent en compte la diversité des différentes sociétés du monde, on va dire. Donc voilà, donc c'est hyper important d'avoir cette diversité pour éviter justement d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui va détruire le monde, quoi. Voilà. D'accord. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, finalement, elle reflète la société, que la société patriarcale dans laquelle on vit. Il y a eu une étude faite l'année dernière par des universitaires de l'Université de Washington, à partir de 2 bases de données de photos, donc de l'intelligence artificielle adaptée, et qui ensuite, au bout du compte, trouvait que dans une photo où il y avait même un homme chauve dans une cuisine, finalement c'était considéré comme une femme. Donc effectivement, l'intelligence artificielle induit des biais, mais parce qu'elle est basée sur des données qui sont déjà biaisées, parce que la société fournit des données biaisées. Donc les photos qui sont à notre disposition sont déjà biaisées puisqu'elles mettent les femmes dans la cuisine. Comme les fameux livres de lecture sur lesquels il y a eu pas mal d'études démontrant que le rôle de la femme n'était pas forcément un rôle entre guillemets, très valorisant dans certains cas. Ouais, donc je pense qu'il faut plus que ça, il faut une vraie volonté en fait. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des femmes qui s'en occupent, il faut que les femmes et les hommes qui vont s'occuper travaillent sur le fait de corriger ce biais sociétal finalement, si on veut aller vers du positif. Merci. Estelle ?
Très simplement, je suis complètement d'accord avec mes collègues, mais je dirais qu'en effet, les créateurs de produits doivent penser au genre, mais aussi à tout ce qui est diversité, à tous les types de populations, à tous les peuples, toutes les ethnies. Ça va au-delà des femmes, je pense, ce genre de problème. Moi, dans mon métier, j'utilise beaucoup l'expérience utilisateur afin de récolter des données sur toutes mes catégories d'utilisateurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je pense une fonctionnalité, je pense à ceux qui vont l'utiliser. Et je pense clairement que c'est des métiers qui doivent être plus présents dans l'IA, tu parlais d'ordinateur quantique. Dans tout ce genre d'éléments, il faut avoir des personnes qui prennent le temps de venir consulter les données des futurs utilisateurs. Nassima ? Là-dessus, très honnêtement, je pense que tout a été dit. Après, moi, j'ai un peu l'impression que ça recoupe toujours la même histoire. Si jamais on veut avoir des technologies moins discriminantes et moins axées et pensées par des hommes, justement, quid des femmes et de l'éducation des femmes et le fait de les appâter, de leur donner envie d'aller rejoindre ce type d'école qui permettent de devenir développeurs, ingénieurs, whatever. En tout cas, pour moi, ça recoupe toujours et ça repart toujours sur la même base et sur cette essence de appâter les femmes sur ces métiers geeks qui font peur. En tout cas, nous, on a essayé de rassurer ceux qui nous écoutent. Je vous remercie, mesdames, pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la place des femmes dans l'écosystème publicitaire digital. Les 3 points à retenir de nos échanges sont les suivants. Les femmes doivent cesser de s'auto-censurer quant à une supposée incompétence de fait dans le domaine des technologies. L'éducation des jeunes filles, tant au niveau du savoir-faire technologique que du savoir-être en termes de confiance en soi, est au cœur de l'évolution des mentalités quant à la place des femmes dans l'univers technologique. Enfin, la sous-représentation des femmes dans les domaines technologiques représente un risque majeur pour l'évolution des économies et des sociétés de plus en plus régies par les algorithmes. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Helium, Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, AdTech News, Redcard et Data Festival. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.